Salut et bienvenue pour ce top retour d'avril où on va parler enfin, j'ai envie de dire, du dernier classique Disney des années 90 que je n'ai pas encore traité, Le Roi Lion. Et je pense que je vois pourquoi on ne l'a pas proposé de sitôt, parce que j'avoue avoir été suffisamment en détail dans ce qui fait que, en dépit de toutes ces grandes qualités, c'est pas le plus grand chef-d'œuvre qui soit à titre personnel. J'ai été assez équilibré à ce niveau-là, donc revenir pour dire les points négatifs, ça pourrait être un petit peu... ça pourrait faire un peu redite. Mais c'est clair et net que ça allait pas être un top retour dans lequel je vais revenir sur les points positifs, parce que tout le monde a déjà à fond dit à quel point ce film est génial, à tellement de points, et même si je trouve ça exagéré, je vois ce qui plaît beaucoup dans ce film, ce qui fait qu'il a su marquer autant de gens et qu'il reste dans l'esprit des gens parmi les plus grands classiques d'animation que Disney a fait. Est-ce que ça équivaut à un chef-d'œuvre? Non, et je pense que c'est mon problème au bout du compte avec ce film, sa réception que je trouve un peu abusée, et cette espèce de façon de passer à côté, de trouver des excuses forcées aux problèmes qu'on peut y déceler, comme si on ne pouvait rien trouver de mal à redire dessus. Et je vous cache pas que ça m'irrite un petit peu de la part du grand public, cette espèce de vision, ah, il n'y a rien à dire, c'est la perfection à l'état pur, ce film. Ce genre de choses, ça a tendance à m'agacer un petit peu. Cela étant, avant de me pencher sur les détails qui amenuisent un petit peu ce film, je tiens quand même à rassurer votre biais de confirmation pour dire que oui, ce film est bien, ce film mérite d'être vu et il mérite d'être tenu comme un classique. C'est sûr, parce qu'il a un thème assez mature et fort, des personnages marquants, des sidekicks bien incorporés qui ont une signification assez claire et forte dans le développement du héros, et c'est clairement pas le cas de tous les sidekicks Disney existants, hein. Énormément de sidekicks sont là juste pour faire joli et faire rire, alors que là non, ils ont une importance vitale dans le récit, ces sidekicks-là. Les chansons, je suis pas fanat de toutes, mais aucune ne me déplaît, et il y en a certaines que je trouve magistrales. Vraiment, l'introduction, l'histoire de la vie et la chanson de Scar sont parmi mes chansons préférées Disney. Le visuel, l'action, l'émotion, à certains moments, comme le drame évidemment de la mort de Mufasa, ce sont des facettes indéniablement réussies et très fortes de ce film qui font qu'il mérite clairement qu'on s'en souvienne et qu'il n'a pas usurpé son statut culte. Seulement culte ne veut pas dire parfait, et je trouve qu'il y a des détails qui font que c'est pas parmi le haut du panier en ce qui concerne l'animation Disney à titre personnel. Et c'est ce sur quoi on va revenir tout de suite. En avant pour le top 8 des pires points du Roi Lion. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Numéro 8, oh ça tombe bien Nala! Ça fait partie de ces hasards de l'écriture qui font un peu grossier, un peu facile. Parce que autant lorsque Rafiki découvre que Simba est vivant et Ariel retracé, il y a une certaine logique, hein, un certain élément qui fait que tu comprends d'où ça vient et que ça sort pas de nulle part. Alors que Nala, elle est partie chasser ailleurs parce qu'il manquait de gibier dans le coin. Comme par hasard, elle tombe sur l'endroit où vit Simba. Il faut que ce soit Nala, hein, pas une des autres lionnes, des 12 000 autres lionnes, il faut que ce soit Nala. Et voilà, je vais pas m'appesantir 50 000 ans. Ça ne veut pas dire une seule seconde que ce ne sont pas de jolies retrouvailles, il y a un bon moment de romance entre ceux-là, clairement pas. C'est juste une illustration de la facilité d'écriture derrière certains développements qu'on veut faire. Numéro 7, un système de cycle qu'on accepte un peu trop facilement. Alors, je tiens vraiment à préciser que les 3-4 derniers points de cette liste sont pas gravissimes. C'est pas le genre de choses qui m'a fait dire « Ah, ce film est vraiment surestimé, on en fait trop des caisses dessus », mais c'est quand même pour appuyer que, voilà, hein, y a quand même des petites choses à redire, et ça fait partie de ces choses où heureusement qu'on se penche pas en détail sur ce système, parce que ça se pète la gueule, je trouve.
avec ces animaux qui acceptent donc le système de proie prédateur, de cycle de la vie où certains vont se faire manger, c'est comme ça, c'est la vie. Tu te dis, ok, accepter ça c'est une chose, le célébrer à ce point c'est ridicule. C'est ridicule parce que il y a les girafes et je sais pas quel autre prédateur qui se rendent là, qui célèbrent la naissance du roi en se disant ah c'est super, voilà un de ceux qui va nous bouffer et vraiment, vraiment, à leur place je ferais pas ça quoi. C'est les cerfs qui viennent rendre hommage à leur roi, seulement leur roi il met en place tout un système où on se fait bouffer et on doit accepter ça. Je veux dire, qu'on accepte ce système une fois de plus, je veux bien dans l'absolu. Dans l'absolu, mais qu'on le célèbre, non, c'est un peu trop gros quand on s'y penche. Et c'est une chose que ce film gère bien dans l'absolu par rapport à ce problème intrinsèque si on y réfléchit après coup, c'est que on n'appuie pas trop ça. On n'appuie pas trop ce système où nos animaux interagissent entre eux vraiment au fil du film. C'est quelque chose qui sera malheureusement beaucoup trop exacerbé dans la suite et surtout la garde du Roi Lion. Hein. Dans la garde du Roi Lion, quand on y réfléchit 2 secondes et qu'on voit tous ces animaux traîner entre eux, discuter entre eux, alors que parmi ceux-là, il y a des prédateurs qui s'en prendront forcément à des proies. Ça fait super grossier. Là, il donne le minimum pour qu'on n'y réfléchisse pas trop sur le coup, mais après coup, j'y réfléchis quand même. Et je trouve ça discutable, hein, assez discutable en termes de logique sociale. Numéro 6, je n'ai pas tué Simba tout de suite quand même. Je saisis pas la logique de Scar à ce moment-là. Tu l'as sous ta patte, tu pourrais facilement te débarrasser de lui, c'est ce que tu veux qu'il meure, hein, c'est clairement indiqué. Pourquoi tu le butes pas alors qu'il se doute rien, alors que tu l'as totalement mis dans cette position où il est pris psychologiquement, émotionnellement, il est complètement à l'ouest, il sait plus où aller. Tu peux facilement l'avoir par surprise. Mais plutôt que de faire ça, tu te dis barre-toi Simba pour que d'autres le tuent à ta place. Et c'est de la logique de méchante cartoon, je suis désolé. La logique de méchante cartoon, ah non, je vais pas me salir les mains, je vais laisser mes sbires faire ça. Et je vais pas faire comme si c'était grave, c'est fait partie de ces forçages scénaristiques, ces facilités scénaristiques qu'on accepte pour les besoins du scénario qui se déroule comme il veut. Mais ce qui m'énerve là-dedans, c'est surtout la façon dont certains réagissent, comme si on pouvait trouver une excuse viable à ça. Alors, ceux qui sont un chouïa acceptables, c'est ceux qui viennent trouver l'excuse comme quoi mais malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une attache entre Simba et Scar et intérieurement il se sent pas la force vraiment de faire ça lui-même parce que ce serait trop, même s'il veut qu'il meure. Je veux dire ok, il n'y a rien qui appuie ça de façon particulièrement poussée pour que ce soit ultra viable. Après, si vous voulez l'interpréter comme ça, tant mieux pour vous, mais je trouve ça un peu facile. Par contre, le pire, c'est lorsque certains essayent de trouver des excuses logiques et pas sentimentales à ça, et là, je trouve ça mais complètement n'importe quoi. Genre, l'excuse que j'ai entendue à quelques reprises, c'est le fait que « Ah, il peut pas le tuer lui-même parce que sinon on sentirait son sang sur lui, quelque chose comme ça. On saurait par l'essence que c'est lui qui l'aurait tué et donc il serait destitué. » Ok, mon cul. Alors déjà, si c'est ce genre de truc, il pourrait juste le tenir par terre et demander aux hyènes de finir le boulot, plutôt que de le faire s'enfuir où il a une chance de leur échapper. Déjà à ce niveau-là, hein, complètement con de sa part, et surtout, vous vous foutez de ma gueule, il pourrait se laver après. C'était dire, oui, j'ai eu le sang de Simba sur moi, très bien, bah, je vais me laver les pattes et comme ça, ce sera parti. Et si j'ai encore un petit peu l'odeur de Simba sur moi, bah, en quoi ce serait un problème? On traînait ensemble lui et moi, c'est normal qu'il puisse avoir un peu de son odeur sur moi, quoi. C'est complètement ridicule comme explication, c'est pas un argument, c'est vous qui cherchez à tout prix un moyen de justifier ça. C'est ça le problème. Je n'ai pas
de grief énorme envers cette scène en particulier, j'ai un grief envers la façon forcée qu'on a de la justifier. C'est ça qui m'agace un petit peu. En soi, ça fait partie, une fois de plus, de ces fortages scénaristiques qui méritent d'être pointés quand même, parce que ça montre qu'on n'a pas affaire à des génies de l'écriture qui prévoient tout bien comme il faut, de la façon la plus parfaite qui soit. Mais ça s'accepte, ça s'accepte. Ça n'en demeure pas moins un défaut notable. Numéro 5, la fin de Scar téléphonée. Alors, il a ce qu'il mérite à la fin parce qu'il s'est éloigné des hyènes, il les a considérées en mal. Donc, à la fin, lorsqu'elles se sentent un peu trop maltraitées, elles finissent par se retourner contre lui. Le problème, c'est que c'est pas exactement comme ça qu'on le montre, et c'est surtout un moment ridiculement prévisible en soi dans la façon dont vous le dépeignez. Lorsque Simba est face à Scar et qu'il dit « Oh, ce sont les hyènes, les véritables ennemis » et qu'elle l'entende, tu vois tout de suite où ça va finir. Et tu sens que c'est un petit peu forcé. Le fait qu'il balance ça comme ça pour que à la fin il se fasse reprendre, attaquer, je trouve ça téléphoné, comme je le dis, hein, vraiment téléphoné, et ça aurait pu avoir un sens si on avait développé davantage le ressenti des hyènes, une portée plus forte si on avait davantage développé le ressenti des hyènes envers Scar, qu'il les voyait de haut et qu'il les traitait mal. Le truc, c'est qu'on a droit qu'à une seule scène. J'y reviendrai. Ça va être un gros morceau sur un détail plus important. Et étant donné que ça n'a pas été grandement développé, ce ressentiment des hyènes envers Scar, ça donne l'impression que c'est vraiment cette scène majoritairement qui est la cause de la fin de Scar. Ce moment où il dit juste « Ah, les hyènes sont méchantes, pas moi ». Et je trouve ça simplet, quoi, un peu trop simplet. Il y a pire, largement, comme façon d'amener la chose, mais si vous voulez savoir pourquoi la mort de Scar n'est pas parmi les morts les plus impactantes pour moi, c'est justement à cause de la façon dont elle est amenée. Même si je reconnais que ça reste assez gore dans l'idée et déstabilisant de voir le méchant se faire bouffer par ses anciennes alliées, même si on ne le montre pas directement, on le devine assez aisément via l'ombre, j'avoue, une fois de plus, en termes de mise en scène visuelle, nickel, ça n'a pas autant de portée que ça le pourrait à cause de la façon expédiée dont c'est amené pour moi et le trop peu de développement qu'on a eu sur cette situation avant. Numéro 4, les morales secondaires maladroites. On entame le sujet polémique qui va fâcher pas mal d'entre vous parce que vous vous direz « Oh mais t'exagères, c'est toi qui te forces à voir ça ». Je tiens à le préciser pour la énième fois, je me force pas tellement à voir ça que vous me forcez à voir ça, déjà. Et je précise une fois de plus que c'est maladroit. Ce n'est pas désiré, ce n'est pas du tout voulu par les scénaristes, les créateurs du film. Ils n'ont clairement pas voulu dépeindre une espèce de vision qui puisse avoir des relents racistes ou sexistes. N'empêche que, quand on se centre sur le récit et comment sont dépeintes certaines relations, ça renvoie en secondaire ceci, même si c'est sans le vouloir. Et pour ma part, je me pencherai pas des masses dessus si les gens considéraient ce film comme une simple distraction, hein, un film sympathique à suivre pour son histoire mais qui n'a pas de grandeur particulière, qui n'est pas un chef-d'œuvre. Je ne m'acharnerai pas sur ce genre de détails si il s'était pas considéré comme tel ce film. Mais c'est considéré comme un putain de chef-d'œuvre intouchable qui tacle le sujet tellement fort et tout. Et à chaque fois qu'on essaye de mettre en place, de mettre en avant des niveaux d'écriture sous-jacents qui peuvent être discutables à cet égard parce qu'ils n'ont pas été superbement réfléchis si on veut vraiment s'étendre dessus, et ben, si pour vous ça ne mérite pas d'être vu en détail, vous considérez que ce n'est pas un film qui mérite d'être considéré une seule seconde comme un chef-d'œuvre. Mais si vous voulez considérer ça comme un chef-d'œuvre, il faut se pencher sur ces détails-là, sur ce que ça peut renvoyer en termes de morale sous-jacente. Si vous n'êtes pas prêt à réfléchir à ça, vous ne pouvez pas me dire en toute décence que vous considérez ce film comme un chef-d'œuvre, parce que vous n'avez pas réfléchi en détail à ce film. Et donc c'est juste un film que vous avez pris plaisir à voir parce que c'était de la bonne distraction et que vous avez été pris par les moments forts de la narration.
et de la mise en scène. Et c'est bien, hein, c'est super, hein, énormément de films sont comme ça, m'ont particulièrement pris à cet égard-là. Comme ce film, hein, j'ai été pris dans la grande majorité de ce film. Mais si je dois prendre la peine d'essayer de considérer ce film comme un chef-d'œuvre, eh ben je ne peux pas passer à côté de ça. Oui, on met en scène une situation où il y a une communauté qui est ostracisée par rapport aux autres parce qu'elle est jugée comme automatiquement méchante. Ce qui a des relents un petit peu de racisme exacerbé, même si c'est pas voulu. On met en scène une situation où des femmes doivent à tout prix dépendre d'un mec pour perdurer. Parce que mon cul, ça n'a rien à voir avec le fait que ça se passe comme ça dans la nature. Hein. Dans la nature, les hyènes ne sont pas ostracisées uniquement par rapport à toutes les autres races, toutes les autres espèces d'animaux. Et dans la nature, ça se passe pas exactement comme ça, la gestion de la savane. Clairement pas. C'est pas tout le monde se regroupe en se disant bonjour pour accepter d'être bouffés les uns par les autres à côté. C'est pas comme ça que ça se passe, la vraie vie sauvage. Alors n'allez pas me balancer vos conneries comme quoi mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie sauvage, mon cul. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie sauvage, quoi. Hein, s'il faut accepter certains trucs mais pas d'autres, c'est vous qui réduisez totalement votre interprétation à ce qui vous arrange. Je suis désolé. Donc non, c'est un problème. C'est pas un problème ultra gavant dans la découverte du film en soi. Et je le redis, je pense pas une seule microseconde que ça a été pensé par les scénaristes ou que les enfants seront mal influencés par ça. Mais vraiment, c'est ultra maladroit. Et surtout, ça se combine, quoi. Numéro 3, Simba est indispensable pour quoi exactement ? Bon alors ça va un petit peu de pair avec le cas précédent, mais en termes de narration, si on oublie ces morales sous-jacentes qui peuvent un petit peu gêner, en termes de narration, tu te poses la question, comment ça se fait que les lionnes, qui sont assez nombreuses, qui sont contre le régime de Scar et des hyènes, n'aient pas eu l'idée, avant ça, de se mettre contre Scar pour le défaire et essayer de rebâtir leur société sous de meilleurs auspices. À part peut-être qu'il y a que lui comme mâle et qu'elles pourront pas se reproduire. Mais ça va être vexant depuis le temps. Ça devrait aller, quoi. Il devrait y avoir suffisamment de temps qui s'est écoulé pour que ce soit fait, ce soit bon. Non, il y a ce besoin important d'avoir forcément un roi autour de Simba parce que le système est forcément important et on ne peut pas le changer. On ne peut absolument pas le changer. Ça doit forcément être un roi qui gouverne tout le monde et sinon c'est le bordel. On ne peut pas imaginer une seule seconde que ça peut être autrement que ça et je trouve ça ultra forcé. Pourquoi on pourrait ne pas changer un petit peu l'organisation, les règles? À nouveau, vous venez pas me dire que ça se passe comme ça dans le règne animal, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité dans le règne animal. On met en place des situations où on peut changer les choses, les voies de fait, les lois, comme lorsque Scar a accepté qu'on mette les hyènes sur la terre des lions. Hein, si les lois étaient immuables et qu'on pouvait pas les changer, ce genre de choses ne devrait pas se faire. Vous voyez, donc, c'est forcé pour les besoins de mettre en avant Simba en tant que héros qui viendra sauver la situation. Ce qui est, ce coup-ci, un forçage scénaristique un peu trop gros pour moi. Autant, j'en ai parlé, le coup de Nala qui tombe sur Simba par hasard, le fait que Scar laisse filer Simba, ok, j'ai un problème avec les gens qui veulent défendre ça à corps et à cri, mais globalement, ça passe, mais là, non, c'est un peu trop gros, hein. Un peu trop gros la façon dont on appuie ça, dont on essaye de nous souligner qu'il ne peut y avoir que cette solution-là. Et non, il n'y a pas que cette solution-là. Vous n'allez pas me faire croire que c'est la présence de Simba qui a tout fait changer par rapport au rapport de force. Surtout qu'il est techniquement, à nouveau, il est censé être beaucoup moins fort que la plupart des lions, vu qu'il a passé la majorité de sa vie à se la couler douce. Donc, c'est ça le truc, quoi. Il y avait juste besoin de lui pour battre Scar, parce qu'il y a des lois à suivre, à peu de choses près. Des lois qu'on ne peut pas changer. Et je trouve ça, c'est naze comme façon de faire. Et même, sur le coup, quand j'étais jeune, je me suis toujours demandé pourquoi les lions tenaient absolument à ce que Simba les rejoigne pour ça. Et la raison, c'est que il faut que Simba soit le héros. Un peu trop gros. Un petit peu trop gros, je suis désolé. Numéro 2, la décadence de Scar. Je le redis, dans l'idée, c'était pas forcément mauvais.
de montrer Scar qui, après avoir fait fomenter tout un plan plutôt bien ficelé pour arriver au pouvoir en se débarrassant de son frère et possiblement de son neveu, finit par se laisser aller et être beaucoup moins réfléchi et puissant qu'il pouvait l'être. Le truc, c'est que on a le strict minimum. Et c'est ça qui me pose problème. Déjà, on montre qu'il était tellement naze comme souverain que le climat s'est déréglé, ce qui est un peu grossier dans l'illustration, mais bon, tu prends, tu te dis ok, ça aide à appuyer que le règne est mauvais. Mais c'est surtout, tu passes une scène de 2 minutes sur lui, à montrer sa décadence, et après, voilà, on le remontre juste à la fin pour le moment où il finira par se faire battre. Hein, on vous laissera un tout petit peu de manipuler, il prendra des décisions stupides aussi, j'y reviendrai aussi dans pas longtemps. Mais voilà, cette décadence, elle est beaucoup trop peu appuyée, beaucoup trop peu développée pour avoir un impact narratif particulièrement fort. Et ce qui se retient, en tout cas personnellement, c'est que le Scar qu'on a vu, aimé et connu, qu'on a adoré pour sa vilénie et sa façon de réfléchir, et ben c'est juste une loque maintenant. Voilà, on vous le montre 2 minutes être une loque. C'est ça, le grand méchant affronté à la fin. On n'a pas de vue précise sur les conséquences de ça, sur comment il a évolué pour devenir ça, ou vraiment le ressenti qu'il affiche auprès des autres, c'est juste une scène de 2 minutes. Je suis désolé, c'est trop peu, beaucoup trop peu pour avoir un poids particulier. Et au bout du compte, ça donne juste l'impression d'avoir une version totalement au rabais de ce qu'était Scar dans la première moitié, parce que dans la première moitié, Scar, il déchirait sa mère. Vraiment, je le dis clairement, un Scar dans la première moitié du film, je l'adore. Et s'il avait été constant comme ça durant tout le reste du film, il aurait été facilement dans mon top 5, voire top 3 des méchants Disney que je préfère. Hein. Mais pas tout à fait. À cause de ça, hein, il est moins puissant, moins fort dans ce qu'il renvoie à cause de la façon dont on le dépeint, dont on le rabaisse dans la seconde moitié sans développer ça de façon particulièrement intéressante. C'est dommage, il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux si on avait pris un peu plus de temps pour ça. Et numéro 1, personne n'est derrière Simba à la fin. Ah ça c'est le truc qui m'a particulièrement fait rager la première fois que j'ai vu le film. Hein. Vraiment, la première fois que j'ai vu le film, j'étais tout jeune, j'ai été ultra frustré par le fait que Simba, qui vient de se taper toute une révélation, toute une épiphanie, où il finit par comprendre qu'il ne peut pas rejeter son passé, et que les douleurs du passé, il doit apprendre d'elles, et ne pas être régi par ces douleurs-là, on le fait confronter Scar, et paf, il retourne au point zéro. Ah non, les douleurs de mon passé me ressurgissent, je ne peux pas les affronter, j'ai totalement échoué, je suis nul. Et tout ce qu'il a traversé, la superbe morale qui va avec, hein, parce que à nouveau, c'est une super morale autour de Simba, retenir les erreurs du passé, ne pas le fuir. Ce truc super que vous mettez en place, vous l'atténuez à mort à ce moment précis, où il suffit que Scar lui fasse un petit discours à c'est ta faute assassin, pour qu'il retombe totalement là-dedans. Et le pire, par rapport à ça, c'est surtout que personne n'est derrière lui. Même le film est pas derrière lui à ce moment-là. Toutes les lionnes se disent « Oh mon Dieu, il a osé faire ça !» Et lorsque Scar s'apprête à le buter carrément, personne, aucune lionne se dit « Tiens, je vais essayer de l'aider !» Même pas Sarabi ou Nala. Elles sont là en mode « Oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à encaisser ça !» Et alors que Simba s'apprête à se faire buter par Scar, elles n'osent pas. Je peux tellement pas accepter ça, quoi. Et le film lui-même, dans la mise en scène, montre que c'est grave, que c'est sérieux, que c'est sombre, tout ça, et que, dans un sens qui lui tombe dessus, il le recherche un petit peu. Et étant donné qu'il n'y a rien pour l'appuyer, Simba, à ce moment-là, c'est comme s'il avait vraiment été la cause accidentelle de la mort de son père, il devrait se sentir mal. Il devrait continuer de se sentir mal et se juger coupable alors que c'est un accident. C'est ce que ça appuie ce moment-là. Si ça avait vraiment été lui la cause de la mort de son père, il devrait se sentir totalement coupable et ne pas en sortir. Parce que ce qui finira par le faire sortir de ça, c'est pas le fait qu'il a surmonté la chose, non, c'est le fait que Scar, une fois de plus, totale décadence, est débile de lui dire la vérité alors qu'il s'apprêtait à le buter.
Sachant que je sais pas trop si c'est une débilité de sa part ou un forçage de mise en scène, parce que, à nouveau, dans cette position-là, Simba devrait clairement pas avoir la force de remonter. Hein. C'est pas une question de volonté ou quoi que ce soit, c'est techniquement impossible de prendre un point d'appui pour sauter par-dessus ça. Mais bon, c'est pas excessivement grave en termes de mise en scène, mais c'est juste que ça touche quand même pas mal ça. Et ouais, ce qu'il a appris, le fait de surmonter son passé, n'a pas tant de valeur que ça, parce que ce qu'il saut à la fin, c'est d'apprendre la vérité. C'est pas le fait d'avoir surmonté ça. Maintenant qu'il sait la vérité et qu'il n'est plus coupable, bah tout va bien, tout va mieux, c'est Scar le grand méchant, je n'ai rien à me reprocher. Vous atténuez totalement la force d'une morale qui, en soi, est excellente avec cette scène. Et je trouve ça beaucoup trop grossier et beaucoup trop discutable pour n'être rien. Vraiment. Ce genre de choses, les 3 premiers points que je vous ai listés en particulier, ça fait partie de ces cas où l'écriture est loin d'être aussi génialissime qu'on le dit. Vraiment. Et que ces problèmes-là, sans rendre mauvais une seule seconde le film, parce qu'il y a toujours des thèmes très bons et des moments de dialogue, d'action, de mise en scène visuelle excellents, je le redis, je le maintiens, ces moments-là font que on n'a clairement pas affaire au plus grand film Disney qui soit en termes d'écriture pour moi. Il y a beaucoup trop de choses à redire dans la façon dont vous gérez le développement des choses que vous mettez en place pour que ce soit parmi le meilleur de ce que les studios ont fait à titre personnel. Et c'est ce qui fait que ça reste un film très bon, que je suis content de regarder de temps en temps, vraiment. Mais si je dois vraiment lister ce qui est parmi le meilleur du meilleur, il y a trop de choses à redire pour que ça en fasse partie, personnellement. Voilà qui conclut cette liste. Je suis sûr que je vais avoir pas mal de pouces baissés pour ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre parfait où il n'y a rien à redire. En tout cas, n'hésitez pas à faire part de votre point de vue. Et surtout, pour la prochaine fois, il va falloir voter pour décider du prochain top retour. Alors, le thème ce coup-ci, ce sera un petit peu un roulement. On retourne sur Pixar. Voilà, on va faire un film Pixar. Et je vais un petit peu changer ma liste par rapport à d'habitude, même s'il y a quelques noms qui vont revenir. Tout d'abord, pour commencer, Toy Story premier du nom. Là, j'ai fait Toy Story 2 et 3, alors pourquoi pas le premier, histoire de conclure la trilogie. Ensuite, Monstres et compagnie et Monstre Academy, 2 films que j'apprécie beaucoup, sur lesquels ce serait cool de revenir un petit peu en mal. Ensuite, Le Voyage d'Arlo, le pire film Pixar restant qui n'a pas été traité en top retour, sur lequel ce sera pas si difficile de trouver des bons points, mais... Voilà, hein, c'est le pire restant. Ensuite, pour terminer, un film tout récent, En avant. Voilà, hein, j'ai été plutôt méchant avec et je ne retire pas une seule seconde de ce que j'ai à dire dessus. Revenir là-dessus pour dire ce qui va, ce serait pas si mal non plus. Et ça contentera certaines personnes qui n'ont pas aimé ce que j'ai osé dire sur le film. Voilà, un petit peu la liste des 5, hein, je vous propose le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, tout ça, vous avez l'habitude maintenant. À bientôt pour de futures vidéos, bye!